Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Belinda Cannon. C'est la première rencontre également de notre programmation d'été intitulée Les Éclaireurs, une programmation qui vise à élargir notre réflexion et à nous amener à réfléchir sur des sujets majeurs de nos sociétés. Et donc pour inaugurer cette programmation, nous avons la joie de recevoir Belinda Cannon, avec qui nous allons aujourd'hui parler de l'émerveillement. Alors avant de commencer, juste quelques mots pour vous présenter. Vous êtes docteur et maître de conférences en littérature comparée. Vous avez publié 7 romans. On peut notamment citer Dernière promenade à Pétropolis, qui paraît chez Seuil en 1990, et L'homme qui jeûne en 2006 aux éditions de l'Olivier. Vous êtes également l'auteur de plusieurs essais, notamment sur le thème du désir, mais aussi sur le thème de la bêtise. Et à la toute fin de l'année 2016, vous nous proposez un essai intitulé S'émerveiller, qui paraît aux éditions Stock. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est né ce livre et ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet ? Bonjour d'abord, et c'est moi qui suis très heureuse de venir dans cette belle librairie dans laquelle je n'étais jamais venue, donc je suis très contente d'être là aujourd'hui. Et alors vous commencez par une question, vous avez une demi-heure là pour que je réponde. Alors, si je veux vous répondre précisément, depuis très longtemps, depuis des années déjà, j'écris souvent autour du désir. Le désir de vivre qui est pour moi toujours un sujet, j'allais dire un sujet d'étonnement, presque. C'est-à-dire que je ne suis jamais revenue du fait que le matin, on puisse avoir envie de se lever. Tous les matins, on pourrait rester dans son lit, se dire à quoi bon vivre la journée qui se présente devant nous. Et parfois, elles sont médiocres, ces journées. On n'a pas tous les jours une invitation à dialogue, par exemple. Eh bien, pourtant, j'ai envie de me lever, je me lève, et j'ai de l'appétit pour cette journée qui vient. Et alors, à la fois, tant mieux pour moi, et tant mieux si je suis dans ce désir de vivre, mais je sais, j'ai la connaissance intime et certaine qu'il pourrait en aller autrement, que je pourrais ne pas avoir envie de me lever, que je pourrais rester dans mon lit et à me dire que la vie ne vaut pas complètement la peine d'être vécue et ce genre de choses. Et puis sans aller si loin, de temps en temps, quand on est frappé par un peu de mélancolie ou un peu de ce qu'on appelle la dépression, on sait très bien ce que c'est de ne plus avoir cette énergie de se lever. Alors je vous dis tout ça pour vous expliquer pourquoi je m'intéresse au désir. J'ai gardé cette espèce d'étonnement et d'émerveillement premier face au désir de vivre, qui est ce mouvement, cet élan qui nous tire du lit d'abord et puis ensuite qui nous fait bâtir, construire, faire des projets, etc. etc. Et donc voilà, j'ai réfléchi à ça pendant des années. Et puis je me suis dit que l'inconvénient avec le désir, cette énergie du désir, cet élan du désir, c'est qu'elle nous jette toujours en avant de nous-mêmes. Elle nous fait anticiper. Pour construire et créer des choses, il faut être toujours projeté vers l'avant. Et être projeté vers l'avant, eh bien, c'est le contraire de la disposition qui permet de s'émerveiller. Parce que pour s'émerveiller, il faut être ici et maintenant. Et je crois que, alors voilà, c'est un peu, vous savez, moi je fais des livres parce qu'à un moment donné, je me pose une question et qui est un peu toujours la même, c'est comment vivre. Et à ce moment de ma vie, j'en étais arrivée au point où je me disais, eh bien, le désir, bravo, c'est bien, mais peut-être aussi qu'il faut savoir arrêter, ralentir, être ici et maintenant pour pouvoir jouir vraiment de ce qui nous entoure. Donc la première partie de ma réponse, c'est ça, c'est qu'il m'a semblé à un moment donné que réfléchir à l'émerveillement, c'était un moment nécessaire dans cette grande réflexion sur le désir qui a été la mienne depuis tant d'années. Alors ce livre, c'est aussi une collaboration avec l'ARDI, donc l'association régionale pour la diffusion de l'image qui siège à Caen. Alors comment est-ce qu'elle s'est mise en place cette collaboration et en quoi consistait-elle exactement ? Eh bien, j'avais donc décidé d'écrire cet essai sur l'émerveillement et à la même période, vraiment dans les 2 mois où j'avais commencé à réfléchir à l'émerveillement, les gens de l'ARDI, donc moi j'enseigne à Caen, et les gens de l'ARDI m'ont convoqué
donc Hardy, ça veut dire association, vous l'avez dit? Je ne sais plus, pardon. M'ont convoqué et m'ont dit, voilà, on a décidé, on a fêté nos 20 ans, et pour cela, on a voulu demander à un écrivain de faire quelque chose avec nous, et on vous a choisi. Est-ce que vous voulez faire un livre avec nous? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, j'étais toute contente de la bonne idée. C'est un fonds photographique d'une richesse inouïe, où ils ont les premières photos, enfin, depuis l'invention de la photo, vraiment, jusqu'à aujourd'hui. Donc, un fonds extrêmement riche et hors de portée de ma connaissance. Il y a tellement de choses dedans que vraiment, c'est considérable. Et donc, je leur ai dit, écoutez, tout de suite, je leur ai dit, probablement que le mouvement qui fait appuyer sur le déclencheur de l'appareil photographique, c'est l'émerveillement. Pas seulement, mais en tout cas, les photographes souvent réagissent à l'émerveillement devant un paysage, devant un sujet quelconque, et pour cela appuient sur le déclencheur. Donc si vous voulez, moi je fais cet essai, si vous voulez, on va le faire ensemble. Et voilà, ils étaient d'accord. Et donc, le processus, ça consistait à ce que je leur envoie des états du manuscrit au fur et à mesure de l'écriture, donc 5. Et en fonction de ce que j'écrivais, ils sélectionnaient des photos, parce qu'encore une fois, je ne pouvais pas, moi, aller fouiller dans, je ne sais plus si c'est 12 000 ou 20 000 photos qui sont dans leur fond. Et en fonction de ce qui m'intéressait, ils m'ont proposé des photos. Et au fur et à mesure, j'en choisissais. Et on a réduit jusqu'à ce qu'on en tire, je ne sais plus combien, 12, 13 ou 14, que j'ai choisi en fonction des chapitres, bien sûr, et que j'ai intégré donc à la fin de chaque chapitre avec un petit texte qui fait le lien entre la photo et le chapitre. Et ça a donné ça, c'est-à-dire le livre est beau, peut-être pas grâce à moi, mais en tout cas grâce aux photos, c'est sûr. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de l'émerveillement? Non. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Non, ce que je peux faire, je peux vous dire, ah, vous savez, pour les Grecs, l'étonnement, qui est, le mot est ambigu, hein, émerveillement, étonnement, c'est le mouvement premier qui donne naissance à la philosophie. Mais pour parler plus précisément de mon émerveillement, si vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure à propos du désir et de cette espèce de nécessité où j'en suis arrivée à un moment donné de parler de l'émerveillement, je ne voulais pas parler de n'importe quel émerveillement. Parce que lorsqu'on se met devant certains paysages de la côte bretonne, ou quand on va devant le Mont-Saint-Michel, ou devant des édifices spectaculaires, bien sûr on s'émerveille. Mais on n'a pas beaucoup de mérite à s'émerveiller, si je puis dire, parce que l'objet qui est sous nos yeux est émerveillant. Ce n'est pas de cet émerveillement-là que je voulais parler. Je voulais parler d'un état intérieur qui nous permet de nous émerveiller devant des objets du monde modeste. Et du reste, mon essai, à un moment donné, je voulais l'appeler l'émerveillement modeste, et mon éditeur a absolument interdit ce titre, en trouvant que c'était contre-productif. Mais ce qui m'intéressait, c'était ça pourtant. L'émerveillement qui peut nous venir à regarder des objets du monde modeste. Une lumière sur une haie, un être, une personne, n'importe quel de ces petits objets, un coucher de soleil, enfin Dieu sait quoi, il y en a énormément. Il y a énormément d'objets du monde qui, si jamais on est bien disposé, peuvent susciter notre émerveillement tous les jours. Mais si on n'est pas bien disposé, on ne s'émerveillera pas. Et c'est cette nuance-là, cet état. Ce qui m'a intéressé, c'est au fond, c'est pour ça que le titre du livre est un verbe. Ce qui m'a intéressé, c'est le processus intérieur qui permet de saisir ces petits émerveillements qui sont constamment à notre disposition, pourvu qu'on soit bien disposé. Et on ne l'est pas toujours, hein. C'est une émotion fugitive, c'est une émotion qui demande un état particulier dans lequel on n'est pas tout le temps. Est-ce que vous pourriez nous raconter un ou deux souvenirs durant lesquels vous avez été émerveillé de manière forte et ce que vous avez ressenti alors? Les souvenirs, oui, enfin, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que j'ai eu la chance d'être formée à l'émerveillement et par mon père qui nous a appris, parce que je crois que ça s'apprend, qui nous a appris depuis l'enfance à regarder
et à aimer ce qu'on voyait. Et donc, j'en ai des tas, mais peut-être que les plus récents, en tout cas, sont liés. Alors, chez moi, l'émerveillement est très lié à la nature. J'y ai réfléchi d'ailleurs. Hein. Je me suis demandé pourquoi, après tout. J'ai des réponses, mais vous ne m'avez pas encore posé la question. L'émerveillement me vient très souvent des paysages naturels et des choses simples. Dans ma maison, par exemple, du Cotentin, le Cotentin, c'est une région assez modeste par rapport à la Bretagne. Je ne veux pas entrer en concurrence avec vous. Ici, c'est splendide. Le Cotentin, c'est plus modeste, justement. Et par exemple, autour de ma maison, il y a des haies. Mais alors, dans les haies, il y a des noisetiers, de l'aubépine, des arbres vraiment très modestes et sans valeur particulière, mais une certaine lumière sur la haie à certains moments de la journée peut devenir un spectacle absolument émerveillant, pour moi. Mais sans doute que si moi-même je ne suis pas dans le bon état, d'ailleurs, je ne peux pas m'émerveiller d'une chose aussi simple. Ou bien, un deuxième sujet d'émerveillement, auquel je tiens beaucoup, c'est mon chêne. En face de ma maison, il y a une route qui passe, et de l'autre côté, il y a un très grand champ dans lequel il y a un chêne. Et alors, un beau chêne, il est sur la photo d'ailleurs du livre, sur le bandeau. Des chênes comme ça, il y en a vraiment des millions en France. Alors, il est isolé dans le champ, ça lui donne un peu un côté spectaculaire, ça le désigne à notre attention, cet isolement. Mais enfin, c'est un chêne, tout ce qu'il y a de plus simple. Et bien, ce chêne, il est sous mes yeux, quand je suis, en tout cas dans cette maison, il est sous mes yeux tous les matins, et je le regarde. Et alors, il y a des jours où il y a de la pluie sur la vitre, alors ça crée un effet un peu particulier, ces gouttes d'eau entre mon chêne et moi. Il y a des jours où il y a des couchers de soleil un peu spectaculaires et vraiment très exagérés, comme celui que j'ai mis sur la photo du livre. Voilà, ce chêne connaît des tas de petites variations liées à la lumière, aux animaux qui passent autour, à la pluie, à la neige, au givre. Et le pré, le champ qui est autour, connaît ces variations. Ce chêne, je le photographie depuis des années. Et j'en ai fait un petit livre d'ailleurs de ces photos que j'ai publié l'an dernier aussi. C'est un arbre simple. Les lumières différentes le rendent très beau. Et je suis émerveillée très souvent par ce chêne si simple. Donc effectivement, vous parlez beaucoup de cette nature, des arbres, des fleurs aussi, mais également des animaux sauvages. Alors justement, pourquoi selon vous, on s'émerveille plus devant la nature plutôt que devant une construction humaine ? Mon hypothèse, c'est que je me suis vraiment posé la question en me disant, mais c'est vrai, après tout, on va me dire, mais moi, je connais des gens qui me disent, moi, vous savez, la nature, bof, je préfère les villes. Et c'est vrai qu'une ville, ça peut être émerveillant aussi. Je crois que dans la nature, c'est à la fois ce qui n'est pas humain, ce qui est en face de l'homme, c'est non-moi. Si on veut bien accepter cette grande répartition, il y a moi et non-moi. Et la nature, c'est vraiment non-moi. Et en même temps, c'est un espace avec lequel je suis en connivence, avec lequel les humains sont absolument en connivence. Et c'est très mystérieux, la connivence qu'on a dans la nature. J'ai souvent le sentiment qu'elle est faite pour nous, elle est faite pour être en relation avec nous, qu'elle est faite pour nous accueillir, qu'on est en son sein. Et le fait qu'elle soit à la fois non-moi, mais qu'elle soit en connivence si profonde avec moi, je crois que c'est ça qui crée l'émerveillement. Si je puis me permettre, j'aurais pu écrire un livre d'émerveillement sur les hommes, mais je l'ai déjà fait. J'aurais pu écrire dans ce livre un peu plus l'émerveillement qui nous vient de l'objet d'amour aussi. On peut être émerveillé par un être en face de nous. Notez bien qu'on peut être émerveillé par un être qui n'est ni un Apollon, ni Einstein, ni je ne sais quoi, et pourtant, notre regard fait apparaître en lui ce qu'il y a de meilleur. Parce que je ne crois pas que l'amour aveugle, je crois qu'au contraire, l'amour permet d'ouvrir grand les yeux et de voir dans l'autre ce qu'il a de beau et de bon. Donc je crois aussi qu'on peut être émerveillé par un être. Je ne l'ai pas trop développé là parce que j'avais fait un livre un an avant là-dessus, sur l'émerveillement amoureux et sensuel. Mais bien sûr, on peut aussi s'émerveiller devant l'autre. Alors cette fois, c'est à la fois non moi, mais c'est de l'humain.
mais c'est l'humain aimé. Alors, dans cet ouvrage, vous rappelez également l'importance du temps, tant dans sa saisonnalité, puisque par exemple, lorsque vous racontez des souvenirs, ils sont pour la plupart reliés à des saisons. Et vous parlez aussi de l'importance de la lenteur, que vous décrivez comme un élément indispensable pour pouvoir saisir la beauté des choses. Vous parlez de concentration indispensable et d'état de vigilance poétique. Alors, en quoi consiste-t-il exactement cet état intérieur qui permet l'émerveillement ? Eh bien, exactement dans ce que vous venez de dire. La concentration, ce que j'appelle la concentration. Alors, il y a une expression qui est faire l'effort de se concentrer. On dit aux enfants, fais l'effort de te concentrer. Alors, évidemment, ce n'est pas de ça dont je parle. La concentration dont je parle n'est pas vraiment un effort. C'est au contraire une manière assez tranquille et calme d'être replié, d'être rassemblé plutôt en soi-même, suffisamment au centre de soi-même pour pouvoir, encore une fois, ouvrir grand les yeux sur ce qui nous entoure. Et du coup, cette concentration, eh bien, elle équivaut à une forme de vigilance. Vigilance parce qu'on a les yeux grands ouverts, enfin, sur ce qui nous entoure. Et je ne sais plus quelle est votre question, mais... je vous interrogeais sur en quoi consistait exactement l'état intérieur, en fait, qui permettait... d'accéder à l'émerveillement. Vous parliez du temps fort justement, parce que je partage avec monsieur le gros défaut d'être moi-même quelqu'un qui va trop vite, qui vit dans un rythme trop rapide. Et c'est pourquoi je me le suis écrit pour moi-même, ce livre aussi, pour m'obliger, me forcer ou m'inciter à ralentir et à savoir aller moins vite. Je crois que la lenteur, c'est vraiment une des conditions de l'émerveillement, en effet. Parce que pour pouvoir regarder vraiment, il faut être dans cette concentration, cette vigilance et donc cette lenteur. Dans ce texte, vous parlez également de la surprésence. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est la seule notion que je propose, neuve, si je puis dire, enfin, que je propose pour désigner ce dont je parle. La surprésence, c'est une notion qui m'a paru intéressante parce que elle désigne deux choses. La surprésence, et à mon avis, qui sont le fondement de l'émerveillement dont je parle. La surprésence, c'est d'abord une présence très puissante d'être au monde, notre façon d'être au monde, d'être absolument présent à ce qui nous entoure. Cette façon d'être si présent, vigilance, concentration, c'est une surprésence. D'habitude, on est présent et on passe comme ça, la tête un peu ailleurs. Là, non. Dans l'émerveillement, on est absolument présent, on est là, très enraciné dans le moment. Donc surprésence de soi, de celui qui regarde. Mais aussi, ce qui est intéressant dans la notion, c'est qu'elle permet de désigner le monde autour de nous. Mon chêne, quand je le regarde, a une surprésence. Il n'est pas juste là, présent dans le champ, il est surprésent dans le champ. C'est-à-dire que surprésence, c'est aussi la façon très... comment dire, il me manque un adjectif là. C'est une façon très puissante d'être là pour les objets que regarde l'émerveillé. Donc surprésence de moi-même dans le monde, surprésence du monde qui tout à coup prend un éclat particulier sous mon regard. Et c'est ça la condition de l'émerveillement. Ma surprésence, la surprésence du monde. Vous parlez également de l'enfance, cette période où notre regard se pose sur tout. Vous citez notamment Baudelaire, « Le génie n'est que l'enfance retrouvée à volonté ». Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, en grandissant, on s'émerveille moins ? Est-ce qu'on s'émerveille moins ? Je sens qu'il y a plein d'émerveillés dans la salle. Non, c'est-à-dire l'enfant, oui, enfin, c'est une très bonne question au demeurant, mais l'enfant découvre. Comme dit Baudelaire, il voit tout en nouveauté. Pour lui, chaque chose est nouvelle. Et donc forcément, il a ce côté émerveillé, il a les yeux grands ouverts parce que tout est neuf. Et puis, vous avez raison, en le temps passant, on s'habitue. On s'habitue à tout, au monde, aux choses qui nous entourent, aux êtres. Tout devient beaucoup plus habituel. Et donc, on risque en effet de moins s'émerveiller. Et pour continuer à s'émerveiller, ou pour renouveler la capacité d'émerveillement, eh bien, il faut défamiliariser le monde, c'est-à-dire le regarder assez pour
pour que les choses sortent de leur grisaille, au fond, et qu'elles recommencent à émerger comme si elles étaient neuves. Et on sait aussi qu'il n'y a pas de meilleur ingrédient, pas de meilleure recette dans l'amour que d'arriver à regarder l'autre à nouveau frais, si je puis dire, hein, défamiliariser le regard qu'on porte sur l'autre. Donc c'est toujours ce processus de défamiliarisation qui peut nous permettre de reconquérir l'étonnement qu'avait l'enfant pour qui, bien sûr, le monde n'est pas familier, pas encore. Alors, est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait ? Je trouve dans la haute montagne un exemple du fait que ma langue et ma culture informent mon regard. Jusqu'au XVIIIe siècle, elle paraît horrible et dangereuse. Et c'est lorsque les premiers touristes s'y aventurent qu'elle devient ce qu'elle est pour moi, sublime, c'est-à-dire somptueuse et dépassant ma capacité de la dire. Et peut-être conservant dans ma mémoire loin enfouie la dimension d'effroi qu'elle eut pour mes ancêtres. Ma culture, la nôtre, me permet d'en jouir. Mais j'ai parfois cette impression ou ce rêve que de temps en temps, par vigilance ou au contraire par surprise, j'accède à la réalité d'avant le langage. N'est-ce pas la culture, la langue, l'habitude en somme, qui nous font glisser à la surface du réel sans entrer en relation avec lui ? Comme nous reconnaissons tout, nous n'éprouvons pas le besoin d'accorder une attention particulière à ce qui nous entoure. Il arrive cependant que le regard subitement s'aiguise, fore l'écran de l'habitude et se fasse voyant, et ainsi conduise à l'émerveillement. Illusoire ou non, cette saisie inaccoutumée du réel dans son épaisseur est ce que cherchent à restituer toutes les formes d'expression artistique. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce passage et nous dire en quoi notre culture et notre langage sont des éléments qui influent sur l'émerveillement ? Vous savez que nous savons, que nous avons appris depuis au moins le début du XIXe siècle, que nous ne voyons que ce que notre langue nous a programmé à voir. Le Parisien qui traverse les champs, il dit « tiens, il y a des céréales ». Et le paysan qui passe devant les mêmes champs, il dit « tiens, il y a du blé ou il y a du seigle ». Le Parisien ne voit pas de différence entre le blé et le seigle. Pourtant, ils sont différents puisque les paysans, lui, les reconnaît. C'est parce que, pour le dire vite, le Parisien n'a pas les mots et donc il ne voit pas. Et donc, nous savons que la langue nous permet de voir le monde. Du coup, la tentation peut être grande aussi de dire que tout ça, c'est un effet de langue. Que si j'ai la langue qu'il faut, eh bien, je vois le monde ainsi enfin, comme ci ou comme ça, et que finalement, il n'y a pas trop de réalité du monde regardé, que toute la réalité est dans la langue. Et donc, je m'élève un peu contre cette idée-là. Évidemment, le monde existe, que je le parle ou pas. Alors après, ce que moi, je vais en voir, effectivement, ça va être informé, commandé par la langue dont je dispose. Et quand je dis la langue, c'est aussi bien tous les écrans que ma culture m'a donnés pour regarder. C'est pourquoi je parle de la montagne. Jusqu'au XVIIIe siècle, la montagne, c'est horrible. Personne ne va dans la montagne, on en a peur, c'est un endroit terrifiant. À partir du XVIIIe siècle, il commence à y avoir des gens qui traversent, Rousseau pour commencer, mais d'autres, qui traversent la montagne, qui l'apprivoisent et qui se mettent à la trouver belle. Mais 50 ans avant Rousseau, trouver la montagne beau, ça aurait paru une chose invraisemblable. Et donc voilà, tout à coup, on apprivoise la montagne, on se met à la trouver belle. Et aujourd'hui, pour moi, par exemple, la montagne, c'est vraiment un des sujets d'émerveillement les plus sûrs et les plus constants. Et voilà, donc il y a ce va-et-vient de la culture, langue, habitude de voir, de penser, etc., et de la nature, enfin le spectacle du monde, disons. Et voilà, donc j'ai essayé de réfléchir aussi toujours dans ce livre à ce va-et-vient entre le monde tel qu'il existe et puis ce que moi je peux en percevoir. Et je crois que justement, qu'est-ce que c'est qu'un artiste, qu'est-ce que c'est qu'un peintre et qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ? C'est quelqu'un qui essaye de voir ce réel qui existe, mais qui essaye de le voir au-delà des habitudes que nous ont données la langue et la culture. Je vous donne ce fameux exemple bien connu.
jusqu'au XIXe siècle, on pensait que les arbres étaient verts. Et puis, les impressionnistes sont arrivés, ils se sont mis à peindre des arbres mauves, et on s'est aperçu que les arbres n'étaient pas verts, qu'ils étaient aussi, de temps en temps, mauves, et que selon comment la lumière jouait sur les feuillages, eh bien, elle pouvait devenir mauve. Ils pouvaient devenir mauves. Donc, on a découvert que les arbres pouvaient être mauves. Mais tant que les impressionnistes ne l'avaient pas peint, on ne le savait pas. Et un artiste, un peintre, par exemple, en l'occurrence, c'est ça. C'est quelqu'un qui, tout à coup, au-delà des habitudes de pensée, un arbre c'est vert, c'est ce qui est vrai la plupart du temps, hein. Au-delà de l'habitude de penser, les impressionnistes ont été capables de voir quelque chose qui était imperceptible avant eux. Et c'est ça, c'est aller à la saisie du réel, essayer de dépasser nos cadres de pensée, notre langue, etc. Et c'est ça, je crois, que nous essayons de faire. Et c'est peut-être, et je le lis à l'émerveillement, parce que s'émerveiller devant un objet du monde modeste, c'est aussi ça. C'est oublier qu'il est un objet modeste et voir en lui quelque chose qui est là, mais que j'aurais pu ne pas saisir. Alors ce livre, il est traversé par l'altérité. Tout à l'heure, on verra le besoin de partager. Mais penchons-nous d'abord sur l'émerveillement qui peut être produit par l'homme lui-même, donc l'émerveillement devant l'humanité. Vous citez 2 exemples dans votre ouvrage, la résistante Germaine Tillion et une scène lors de l'inauguration du navire Horsterswell à Hambourg en 1936. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter l'un ou l'autre de ces exemples et nous dire à quel point ils vous ont touché et ce que ça a provoqué en vous? D'abord, je dois dire que c'est des cas limites. Parce que je me suis dit en moi-même qu'après tout, l'émerveillement devant mon chêne, bon d'accord, devant mon amoureux, bon d'accord, il y avait aussi des comportements, des conduites humaines qui étaient émerveillantes et qu'il fallait en parler. Et il se trouve que les conduites humaines qui m'émerveillent, eh bien finalement, elles ont à voir avec la modestie, cette fameuse modestie qui est un peu le maître mot de mon livre. Si je pars de l'exemple le plus rapide, qui est celui de cet ouvrier du chantier naval, d'un chantier naval de Hambourg, il est connu, vous le connaissez peut-être, parce qu'on a gardé une photo très célèbre, qu'on peut voir sur le net très facilement, sur Internet très facilement. On voit une assemblée de gens qui travaillent sur le chantier naval, donc on voit toute l'assemblée de ces hommes, tous bien rangés, et ils sont tous debout, le bras tendu. Ils font le salut hitlérien. Donc on devine que de hors champ, il y a Hitler qui en effet est venu rendre visite à ces ouvriers. Et puis si on regarde mieux la photo, on s'aperçoit qu'au milieu de cette drôle de chose, on dirait une grande bête, un porc-épic avec tous ses bras tendus comme ça, cette photo en noir et blanc. Puis si on regarde bien, on voit qu'il y en a un au milieu, là, un tout petit bonhomme, il a les bras croisés. Et il n'a pas fait le salut. Et là, ça me donne presque la chair de poule. Ce n'est pas juste la climatisation. Parce que c'est extraordinaire comme geste. Vous vous rendez compte comme c'est simple de croiser les bras? C'est rien. Ce n'est pas se lancer dans une entreprise guerrière avec une épée, un bouclier, je ne sais pas quoi, renverser. Non, non, il est juste là, debout, il a croisé les mains, il n'a pas levé la main. Et c'est vraiment une forme d'héroïsme que j'appelle modeste. C'est-à-dire, et on est dans le sublime là, parce qu'il a pris des risques, le type, en faisant ça. Mais vous voyez que à la fois la prise de risque et la conscience qu'il a à ce moment-là qu'il ne faut pas faire le salut, c'est à la fois extraordinaire et en même temps, il croise les bras, quoi, c'est tout. Et Germaine Tillion, je pourrais en parler très longtemps de Germaine Tillion, elle a quelque chose de cet héroïsme-là, un héroïsme constant d'abord, puisqu'elle a passé vraiment sa vie à toujours faire les bons choix, les choix héroïques, mais de cet héroïsme modeste que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est-à-dire, et ça commence donc à Ravensbrück, puisqu'elle faisait partie d'un cercle de résistants, les résistants du musée de l'homme. Elle a été arrêtée en même temps que sa mère, elle a été envoyée à Ravensbrück. Et qu'est-ce qu'elle a fait à Ravensbrück ? Elle a essayé d'esquiver le travail, parce qu'elle savait qu'elle serait ruinée si elle se mettait à travailler avec ses compagnes, qui faisaient vraiment les basses œuvres du camp. Et elle s'est mise à prendre des notes. D'abord, elle s'est mise à prendre des notes sur le camp.
comment ça marchait, ce qui se passait. Et elle cryptait ses notes sous forme de petites recettes de cuisine, des choses comme ça. Donc elle se débrouillait pour noter tout, parce qu'il fallait comprendre comment ça marchait et éventuellement pouvoir le restituer à l'extérieur. Donc première chose, elle prend des notes, elle comprend comment ça marche. Et puis la deuxième chose, elle organise pour et avec ses compagnes de Ravensbrück un opéra bouffe qui est censé qui met en scène la vie dans le camp d'une façon comique. Elle se sert d'un opéra de bouffe d'Offenbach, d'airs qui sont bien connus de toutes à l'époque. Et à travers cet opéra bouffe, elle raconte la vie du camp. Donc toutes les déportées avec elle, le soir, se chantent cet opéra bouffe qui met en scène leur misère. Et donc leur misère, la misère de leurs conditions, au lieu d'en pleurer, elles en rient. Et Germaine Tillion fait le pari que si elles arrivent à rire de leur situation, elles la traverseront mieux. Un opéra bouffe, c'est pas grand-chose. C'est toujours pas le cheval, le bouclier, la grande épée. Non, prendre des notes, faire un opéra bouffe, c'est pas grand-chose et c'est énorme. C'est énorme parce qu'elles traversent comme ça la vie du camp et elles en sortent pour une grande partie d'entre elles et en effet, elles témoigneront à l'extérieur. Voilà. Et Germaine Tillion ensuite continue à œuvrer en Algérie, etc. Elle aura eu ses choix justes. Et voilà. J'ai voulu parler de ces deux exemples pour dire aussi que les conduites humaines peuvent être émerveillantes et surtout qu'à travers des choses assez simples, on peut être héroïque. Alors vous parlez donc du besoin que l'on a de faire part, de partager son émerveillement. Qu'est-ce qui pousse l'être humain à partager ? C'est un grand mystère, mais je vous mets au défi de me raconter une fois tout cela dans votre vie où vous seriez trouvé devant un spectacle émerveillant. Vous êtes avec quelqu'un, vous voyez une chose émerveillante. Est-ce que vous avez pu résister une fois seulement à dire à l'autre « regarde ». C'est impossible. Dès qu'on voit quelque chose d'émerveillant, on dit tout de suite à l'autre « regarde ». Et ça, c'est très bizarre, c'est pas explicable. C'est pas vraiment explicable, mais les humains n'ont de cesse de partager, de mettre en commun ce type de sentiments, d'émotions en l'occurrence. Et c'est presque la définition de l'émerveillement, c'est que si on est avec quelqu'un, on voudra absolument qu'il s'émerveille avec nous de ce qu'on est en train de regarder. On touche à de l'humain fondamental là. Alors, l'un des moyens pour vous de partager parfois votre émerveillement, ça peut être de prendre une photo et de l'adresser à des personnes aimées. Alors, est-ce que ce moyen-là, puisque parfois vous dites je me précipite pour prendre une photo, est-ce qu'on ne met pas un terme à un moment ? Est-ce qu'on ne rompt pas l'émerveillement ou au contraire, est-ce qu'on le prolonge ? Eh bien, si l'émerveillement veut être partagé, alors probablement on le prolonge. Moi, c'est vrai, en tout cas, quand je vois quand je vois un beau spectacle, mon chêne, je ne vous raconte pas mon chêne, tous mes amis le connaissent. Parce que dès que mon chêne est dans un bel état, immédiatement, j'envoie la photo à quelqu'un. Je prends ma photo de téléphone, je ne suis pas du tout une photographe, donc je fais une photo avec mon téléphone et je l'envoie à quelqu'un pour partager cette beauté qui est devant moi et qui sinon resterait entre elle et moi. Et je crois que je sais pas, j'ai le sentiment de faire plaisir, comme moi j'ai du plaisir à recevoir une belle image, et en même temps, oui, de prolonger plutôt. Alors, votre deuxième chapitre, vous l'intitulez « Contre le nihilisme et l'enténèbrement ». Alors, est-ce qu'on peut dire que l'émerveillement est une réponse au nihilisme et à l'enténèbrement ? En tout cas, je dirais que déjà s'émerveiller, c'est pas très facile. Je racontais tout à l'heure à quelqu'un que depuis que je fais ce genre de rencontres, régulièrement, il y a quelqu'un qui vient me voir à la fin qui me dit à voix basse, « Vous savez, moi je m'émerveille beaucoup. » Mais à voix basse, comme si c'était un peu niais de s'émerveiller. Et d'ailleurs, j'ai pris grand soin dans le livre de dire attention, je ne m'adresse pas aux ravis de la crèche, et c'est pas ça que je mets en lumière.
Je parle de cet émerveillement qui nous saisit tous, des gens très raisonnables et par ailleurs qui sont dans un état normal la plupart du temps, mais qui sont capables à un moment donné de s'émerveiller d'un spectacle qui les aura touchés. Mais je suis très frappée par le fait qu'on a quand même un peu honte de s'émerveiller. Et voilà, on a l'air un peu idiot, un peu niais, etc. Alors, c'est vrai qu'on est dans une culture, parce que je crois que ça remonte quand même à assez loin, on est dans une culture assez... qui n'a pas le bonheur comme objectif. Hein. J'ai l'impression au moins que depuis les romantiques, on a associé la lucidité et la dépression. Ce qui est quand même une vue de l'esprit, je crois. Mais que si on est quelqu'un de lucide, alors on voit les choses en noir. Bon, ben, moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il n'y a rien de plus urgent et de plus sérieux et important que de tendre vers le bonheur, qui évidemment ne va pas nous être donné comme ça. D'abord, c'est un travail de se rendre disponible à ça, au bonheur, de construire sa vie pour aller vers le bonheur. Donc moi, je milite depuis longtemps dans ce sens-là. Et je crois que non seulement on fait partie d'une culture assez pessimiste et un peu mélancolique, mais que de surcroît, le début du XXIe siècle est assez objectivement catastrophique. C'est-à-dire c'est une époque terriblement inquiétante, où on a affaire à un état du monde. Souvent, je me dis, mais dans les années 90, j'aurais jamais imaginé ça. L'état du monde me surprend constamment. Et de surcroît, il n'est pas seulement surprenant, il est inquiétant. On ne va pas revenir. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, c'est 2015, il y avait eu les attentats, etc. Bon, c'était vraiment bizarre de commencer à écrire sur l'émerveillement à un moment où on était dans une situation quasiment de guerre. Spéciale, mais de guerre. Et je crois que, justement, il me semble que défendre l'émerveillement, et à travers lui la joie et le bonheur, c'est une position philosophique qui est bonne, qui est juste, et qui nous permet qui se place contre le nihilisme de la pensée. Se rendre disponible à la joie ici et maintenant, c'est le contraire de rechercher le bonheur dans le paradis demain. Vous voyez, pour le dire de façon un peu caricaturale, le bonheur ici et maintenant ne fait pas partie des gens qui mettent des bombes. Ce n'est pas une conception qui les intéresse. Et je crois qu'il y a très profondément quelque chose dans l'émerveillement, la capacité de s'émerveillement, et en tout cas le fait de revendiquer, le fait d'essayer de tendre vers ces états-là, qui s'oppose au nihilisme de notre époque particulièrement, mais aussi d'une certaine forme de pensée. Vous parlez de l'émerveillement comme une responsabilité individuelle et collective, mais alors est-ce que l'émerveillement est accessible à chacun ? Sans doute. Dès qu'il y a un humain, il y a un regard, et dès qu'il y a un regard sur le monde, il y a une possibilité de s'émerveiller. Maintenant, on est plus ou moins capable de ça. Je disais tout à l'heure que moi j'ai l'impression d'avoir été formée à ça, d'avoir été formée à ouvrir les yeux. Mais peut-être qu'à ceux à qui on n'a jamais dit regarde, écoute, regarde, peut-être que pour ceux-là, s'émerveiller, ça va être plus difficile ou plus rare ou voilà, moins fréquent. Et je crois qu'on l'apprend au berceau, l'émerveillement. On l'apprend avec nos parents, on l'apprend avec nos professeurs. C'est une tournure d'esprit qu'on reçoit. A priori, tout être humain est capable de s'émerveiller. Ça fait partie des capacités du cerveau de tout le monde. Mais probablement qu'on y est plus ou moins accoutumé ou préparé. Alors avant de passer la parole au public, j'ai une dernière question. Est-ce que s'émerveiller rend heureux ? Ah oui, je crois. Je crois que oui. Je crois que même c'est ça qui est extraordinaire dans l'émerveillement, c'est que contrairement à l'étonnement, après tout, l'étonnement, on peut être étonné devant quelque chose d'horrible et qui nous étonne pourtant. Mais l'émerveillement, qui est quand même de la même famille à bien des égards que l'étonnement, c'est un étonnement, mais qui produit en nous une impression de bonheur, oui, de joie en tout cas. Et voilà, donc c'est un des... Mais
Je ne cherche que ça. Je ne cherche que ça, à réfléchir à ce que c'est qu'une vie bonne. Depuis que j'écris des livres, je me demande ce que c'est qu'une vie bonne. Et je crois que s'émerveiller, c'est une des manières de construire une vie bonne. En tout cas, se rendre disponible à l'émerveillement. Je n'ai pas dit qu'on y arrive tout le temps, de loin. Mais en tout cas, se rendre disponible à ce type d'émotion, c'est un travail sur soi qui conduit à une vie bonne, je crois. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce que s'émerveiller ne se conjugue qu'au présent? Non. Je crois... alors, j'ai dit en effet... Comment? Oui. D'une part, et puis, voilà, s'émerveiller, c'est ici et maintenant, je l'ai dit et redit. Mais j'ai découvert, d'ailleurs, enfin, je me le suis formulé en écrivant le livre, qu'on pouvait s'émerveiller rétrospectivement. Je m'en suis aperçue à propos de voyage. Je me souviens de cette expérience extraordinaire. Une année, j'étais allée faire un voyage en Californie, qui m'avait paru vraiment intéressant, beau, etc. Et puis quand je suis rentrée, je me suis aperçue rétrospectivement que j'avais été émerveillée par le voyage. Mais je ne l'aurais pas dit sur le champ. Et c'est ce qui m'en est resté, qui était de l'ordre de l'émerveillement, au point que j'ai voulu y retourner tout de suite, 1 ou 2 ans plus tard. Et là, j'ai découvert que l'émerveillement peut être déposé en soi, mais un peu caché. Et par exemple, dans le voyage, ça me paraît très typique du voyage, dans le voyage, on est constamment sollicité, il faut trouver un train, savoir à quelle heure part le tram, ouvre le musée, où est-ce qu'on va dormir, manger, etc. Donc on est encombré d'un tas de nécessités de la vie quotidienne, du moment qu'on traverse, qui fait qu'on n'a pas forcément on ne vit pas pleinement l'émerveillement. Il faut un petit décalage pour s'apercevoir que d'avoir traversé cette ville, d'avoir vu cette maison, cet arbre, c'était émerveillant. Et le dépôt en nous est d'émerveillement. Et on ne le savait pas à ce point quand on y était. Donc, en effet, il peut y avoir un émerveillement rétrospectif. Et puis aussi, même avec les êtres, parfois, c'est après coup, on se rend compte à quel point ils étaient émerveillants. Je suis venu à pied tranquillement, chez Dialogue, et en revenant à pied tranquillement, je me suis demandé finalement, s'émerveiller, est-ce que ça touche les 5 sens ou simplement le regard? Je suppose que ça touche les 5 sens, bien sûr. Oui, bien sûr. D'ailleurs, dans le livre, je consacre un petit chapitre à la musique, qui pour moi est une source d'émerveillement encore plus sûre que peut-être que le visible. C'est vrai que j'ai tendance à le parler tout le temps avec des verbes qui désignent la vision. Je dis voir, vigilance. Enfin, vigilance, c'est plus large, mais je parle beaucoup de voir. Mais je crois qu'on peut s'émerveiller, évidemment, par les sons, par la musique, par les oiseaux. Les chants d'oiseaux, ça peut être absolument émerveillant. Et puis, par le toucher, partout. Par l'odeur. L'odeur, il peut y avoir des odeurs merveilleuses. Oui, je crois que c'est tous les sens qui sont convoqués. Je m'autorise à répondre à votre question. Il m'arrive de me promener longtemps, à plusieurs, voire à 2, très souvent d'ailleurs, sans un mot. On ne se dit pas, tiens, regarde, Peut-être que vous n'êtes pas émerveillé. Si. Mais alors, ce sont de grands amis. Enfin, de pouvoir marcher en se taisant, c'est un signe de grande amitié, je trouve. Parce que les gens qu'on ne connaît pas, on sont obligés de leur parler. Oui, ça je comprends. Je trouve que c'est vraiment un signe de qualité de relation de pouvoir faire ça. Mais quand même, si c'est vraiment très émerveillant, mais vous avez raison, oui, sur la durée, on peut se taire. Mais si c'est un moment fugace, comme ça, si tout à coup on voit quelque chose, on le signale à l'autre. C'est par pudeur, c'est pour éviter que l'autre soit complètement... Oui. Parce qu'on le montre là, et puis il ne doit pas ouvrir les yeux sur ce qu'il a envie de dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que pouvoir être émerveillé, c'est un privilège, que tout le monde ne peut pas l'avoir? Ben, j'en sais rien, moi. Finalement, je ne suis pas dans la tête de tout le monde. Donc c'est un privilège.
C'est la région la plus pauvre de France. Oui. Ah bah, c'est certain que, bien sûr. Si on a mal, si on souffre, on ne peut pas s'émerveiller. Oui, mais je veux juste un peu protester quand même. On peut avoir une vie assez difficile, et avoir des moments d'émerveillement. Encore une fois, je ne dis pas l'émerveillement, ce n'est pas le bonheur en continu. Justement, c'est pour ça que je parle d'émerveillement modeste. Apprécier le soleil sur la haie, c'est pour tout le monde. Évidemment, quand je parle d'aller faire un voyage en Californie, ça a l'air, c'est un privilège de pouvoir faire ça. Mais quand je parle du soleil sur ma haie dans cette région qui est tout à fait modeste, qui est le Cotentin, tout le monde peut y accéder. Je veux dire potentiellement. Mais l'émerveillement dont je parle, c'est pour ça que j'ai beaucoup dit modeste d'ailleurs. C'est pas un émerveillement qui demande des circonstances exceptionnelles. Je dis au contraire que ça demande une vigilance. Et d'ailleurs, si je vais mal, je ne vois pas mon chêne. Absolument. Mais si je peux aussi dire quand même quelque chose, avoir un état que tout le monde ne peut pas avoir, il y a aussi, vous avez raison, hein, mais il y a aussi cette idée qu'il faut, on peut aussi un peu travailler. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations relativement confortables et qui sont quand même tout à fait amers et qui ne voient rien. Hein, donc il y a attention aussi qu'il y a une dimension. Moi, je ne suis pas déterministe. Oui, d'accord. Non, mais je voulais quand même le dire. Parce que je crois que ça se travaille aussi, ce type de position intérieure. Et justement, le dépaysement, souvent, c'est l'émerveillement à bon compte. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire ce travail de défamiliarisation que je disais tout à l'heure. De toute façon, là où on va, on ne connaît rien, tout est neuf, donc on s'émerveille plus facilement. Encore une fois, c'est devant les paysages ordinaires et la vie qui nous entoure que c'est plus difficile. Et oui, c'est ça. Le voyage, souvent, c'est l'émerveillement à bon compte. On achète l'étonnement parce qu'on va dans des endroits qu'on ne connaît pas, tout simplement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, souvent, il faut faire cette espèce d'effort pour retrouver l'étonnement, pour voir au-delà de l'habitude la réalité neuve. Mais il faut dépasser tout ce que nous savons, tout ce que nous avons déjà dans la tête, et tout ce qui fait écran. Ça, c'est une grave question. Et si vous avez aussi 2 heures, là, on peut commencer à l'aborder. Mais en tout cas, je ne peux pas vous répondre, mais mystère, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, ou disons de ma façon d'aborder le monde. Pour vous répondre, il faudrait presque que vous achetiez le livre. Je consacre un chapitre à ce qu'on appelle le sentiment océanique. Vous savez, pour aller vite, c'est une notion qui a été proposée par Romain Rolland dans un dialogue avec Freud autour du sentiment religieux. Et Romain Rolland a proposé cette notion de sentiment océanique pour dire une certaine façon d'être, non plus devant le monde, parce que vous voyez que l'émerveillement, depuis tout à l'heure, justement, j'emploie le vocabulaire de la vision. L'émerveillement, c'est je suis là, je me mets devant le monde, je le regarde et je m'en émerveille. Le sentiment océanique, c'est pas être devant le monde, c'est être dans le monde. Moi, je l'ai connu 3 fois dans ma vie, le sentiment océanique, et j'ai l'impression que c'est déjà un privilège énorme, c'est-à-dire un moment où je perds le sentiment d'être un sujet qui regarde le monde, mais que je fais partie du monde, je suis dans le monde, je suis un élément dans le grand tout. Et c'est un sentiment très puissant et qui n'annule pas le fait que je suis aussi ce sujet qui regarde le monde qui est devant lui. Mais il y a une autre manière d'être au monde aussi, plus rare, qui est vraie, mais à laquelle j'accède très rarement, c'est le sentiment d'être dedans. Et il me semble que je fais l'hypothèse, en tout cas dans le livre, que je raconte ça, c'est mes 3 expériences à moi du sentiment océanique, et je fais l'hypothèse que peut-être que l'émerveillement, c'est une étape, s'il y avait une espèce d'échelle qui conduit au sentiment océanique, c'est-à-dire cette immersion dans le tout, eh bien peut-être que l'émerveillement, c'est une étape vers ce sentiment océanique, qui serait le comble de l'émerveillement au fond. Voilà ce que je vous réponds un peu à côté, mais
qu'il y a à voir. Je me demande aussi, c'est une pure hypothèse, si c'est pas l'inverse, c'est-à-dire j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on est capable de s'émerveiller. Et alors, donc c'est pas que ça nous empêche de vieillir, mais il y a quelque chose dans le rapport au temps, dans l'ouverture au monde, qui me paraît se développer avec l'âge. Et finalement, les personnes plus âgées, souvent les gens me disent enfin je regarde, enfin je jouis de ce qu'il y a autour de moi, enfin je sais profiter des petites choses simples, etc. Donc j'ai l'impression qu'au contraire, il faut bien qu'il y ait des avantages quand même, j'ai l'impression que les ans passants nous rendent plus disposés à l'émerveillement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux âges de l'émerveillement, la prime jeunesse et la vieillesse Et si on travaille beaucoup, on arrive à faire la jonction. Les objets de l'émerveillement sont-ils toujours merveilleux? Et non, justement. Et non, c'est ce que je disais. Parce que ça serait trop facile. Évidemment, si c'est merveilleux, on s'émerveille. Mais je raconte un autre chapitre du livre, je raconte ma vision. Je vais vous dire, hein, c'est pas que je passe mon temps à voyager, mais quand j'ai écrit ce livre, j'ai finalement eu à rameuter tous mes souvenirs de voyage. C'était assez curieux, beaucoup de souvenirs de voyage, alors que je suis plutôt sédentaire. Et je me suis souvenue de cette... Un jour où je suis allée j'étais en Irlande pour faire plaisir à mon compagnon. J'étais allée en Irlande. J'avais pas du tout envie d'aller en Irlande. J'avais envie de rester chez moi et d'écrire un livre que je commençais et donc qui m'angoissait beaucoup. Et donc, bon, je vais en Irlande, mais intérieurement, je boudais un peu. J'avais qu'une envie, c'était retrouver mon livre. Et donc, je faisais tout comme ça, sans m'y intéresser. Et on a retrouvé un groupe d'amis. On est allé faire une visite. Je ne savais pas où. Et donc, j'ai suivi le mouvement, en pensant toujours à mon livre. Et puis, on est arrivé. On nous a fait entrer dans une sorte de cavité, de grotte, descendre. On nous a mis un casque, on a allumé, il y avait de l'humidité. J'aime bien ça, la spéléo, j'en ai fait dans ma jeunesse, dans les camps de vacances, mais bon, donc ça ne me déplaisait pas. Mais vraiment, je ne savais pas ce que j'allais voir. Donc on est descendu très longuement sous terre. Et à un moment donné, le guide parlait en irlandais. Alors, moi, je ne comprenais rien, et je n'avais pas du tout envie de comprendre d'ailleurs. Donc il avait cet anglais moins compréhensible pour moi que l'anglais encore. Et tout à coup, on arrive dans une pièce en bas, il éteint. On entre dans la salle, j'entends l'eau qui goutte, donc je me doute que la salle est assez grande. Et une fois qu'on est tous arrivés et installés là, il allume. Et là, éblouissement, il n'y a pas d'autre mot, du plafond descendait une stalactite énorme, blanche, toute... qui me fait l'impression, j'ai revu depuis, je l'ai recherché, j'ai cherché des photos, c'est pas tout à fait vrai, mais j'avais l'impression qu'elle avait des drapés. Et elle était énorme et elle était vivante. C'est-à-dire que les stalactites, je me suis renseignée après, les stalactites d'habitude, pourquoi elles s'arrêtent et elles sèchent? Parce que le chemin de l'eau est tellement imprévisible qu'à un moment donné, l'eau arrête de s'écouler à travers la calcite et ne donne plus, et la stalactite sèche. Celle-là, son côté extraordinaire, c'était que l'eau continue à suivre le même chemin. Donc depuis, je ne sais pas combien de milliers d'années, de millions, la stalactite continue à grossir. Donc il y avait cette chose éblouissante, et j'ai été éblouie. Et malgré ma mauvaise humeur du moment, j'ai été absolument éblouie. Mais pareillement, il faudrait vraiment être une brute épaisse pour ne pas s'émerveiller devant cette stalactite. Elle était merveilleuse. Et j'en parle, je raconte ça dans le livre, parce que j'essaie de border le terrain, vous savez, de dire, ben voilà, l'émerveillement dont je parle, ça s'arrête ici, ça ne va pas jusque-là, etc. Et ça, cette expérience de ma stalactite, c'est l'éblouissement. Bon, ben, ce n'est pas de ça que je veux parler, parce que ça, bien sûr, qui ne s'émerveillerait pas devant un prodige de la nature comme ça? Donc celui-là, voilà. Donc celui dont je veux parler, moi, c'est encore une fois mon chêne, le petit truc là, dont il y a des millions. La stalactite, elle était unique, vraiment unique. Moi, je ne parle pas de ça, parce que ça me paraît moins nécessiter un état intérieur, puisque là, je donnais la preuve du contraire. Mon état intérieur était défavorable à tout émerveillement, mais j'ai été saisie par le prodige de la nature, si vous voulez. C'est un malentendu. Alors, c'est un malentendu, parce qu'au contraire,
Au contraire, il faut souvent, je trouve, contrarier notre formation parce que c'est elle qui met des écrans. Et pour aller au-delà. Donc, quand je disais formation, c'est parce que je pensais à mon père. La formation, mon père, comme vous, c'était non, c'est pas la naissance, c'est que mon père, comme on était très pauvres, et notre activité principale, j'habitais Marseille quand j'étais enfant, et c'était notre activité principale, et qui nous plaisait le plus d'ailleurs, c'était d'aller marcher dans les collines, les chemins près de chez nous. Et donc, dans ces grandes promenades qu'on faisait constamment, mon père nous disait, regarde. Et c'est ça que j'appelle une formation. La formation, c'est simple, c'est d'emmener les enfants et de dire, regarde. Et c'est en ce sens-là. Donc vraiment, c'est le contraire de... Oui, non, c'est le contraire de... Oui, c'est ça, une éducation à la sensibilité. Oui. Non. Non, le sentiment océanique, c'est autre chose. Vraiment. Parce que, par exemple, dans le sentiment océanique, il m'est jamais venu à l'esprit. D'abord, une fois j'étais seule, mais les 2 autres fois j'étais avec des gens, jamais je leur aurais dit, qu'est-ce que je leur aurais dit? Regarde, il n'y avait rien à regarder, ou tout, mais la question, pour dire regarde, il faut être devant. Donc encore une fois, le sentiment océanique, ça ne se partage pas, je dirais, ça se sent, ça se vit même, mais ça ne se partage pas. Le tango, c'est autre chose. Le tango, ça peut être l'émerveillement, c'est la joie pure. Et c'est surtout une autre dimension dont on n'a pas beaucoup parlé parce que ce n'est pas celle-là qui domine dans mon livre, mais c'est l'altérité. C'est-à-dire le tango, c'est être dans une connivence tellement profonde avec l'autre qu'on peut inventer ensemble une danse. Parce que le tango, c'est une improvisation. À partir de quelques figures, mais qui sont finalement pas très nombreuses, tout est improvisé. Et pour arriver à improviser millimétriquement avec quelqu'un avec qui on n'a jamais dansé et qu'on ne connaît pas, il faut être dans une écoute de l'autre exceptionnelle. Donc le tango, outre que c'est la joie, parce que la danse, pour ceux qui aiment, c'est un exercice joyeux, toutes les danses, mais c'est aussi, dans le cas du tango, dont je vais bientôt écrire, c'est l'altérité, c'est le rapport à l'autre, la relation avec l'autre si profonde qu'on peut faire ça, inventer une danse ensemble pendant 3 minutes. À cause du contraire. À cause du contraire. Oui. Je pense que j'ai commencé à écrire, enfin, j'ai voulu écrire très vite, donc il y a une part de mystère dans le fait on se destine, c'est beaucoup dire, mais qu'on veuille faire ça. Mais je crois que c'est au contraire à cause de la violence du monde. C'est-à-dire que c'est un peu long aussi à raconter, mais au fond, mon père nous a appris à regarder et à nous émerveiller, mais aussi il nous a appris, sans le savoir vraiment, à souffrir de la violence. Et je n'ai jamais pu me rendre raison de la violence du monde, et j'ai commencé à écrire pour apprivoiser ça et savoir quoi en faire. Donc je dirais que c'est au contraire je n'ai pas écrit pour la joie ou pour l'émerveillement, j'ai écrit pour faire quelque chose de la violence du monde. Je dis m'en rendre raison, c'est mon expression, mais voilà. Et il se trouve que comme j'ai un cerveau qui ne peut pas s'empêcher d'essayer de rester en équilibre, ça va être pour ça que je danse, j'ai aussi senti que, enfin il me semble, voilà, mon impression c'est que le monde est en équilibre permanent entre d'un côté la violence, qui est assez insupportable, je dois dire, et puis, mais aussi, nous avons à notre disposition la joie, le désir, l'émerveillement, et c'est comme une contrepartie, enfin comme un point qui nous permet d'être en équilibre dans le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être heureux tout le temps, c'est pas possible, parce qu'il suffit d'ouvrir le journal à 20h pour être dans l'effroi. Mais en même temps, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle notre président. En même temps, nous avons à notre disposition cette énergie vitale, ce désir, cette tension vers la joie qui fait équilibre à la violence du monde. Et du coup, je me suis mise à écrire. Si vous regardez mes romans,
je pense que j'y parle aussi de la joie, mais mes romans, il y a Stéphane Zweig qui se suicide en 1942 au Brésil, c'est mon premier roman. Un homme qui jeûne, c'est pas forcément rigolo. Enfin bon. Et donc, dans mes romans, j'ai vraiment essayé de déployer cette idée de la violence du monde et de la, je sais pas s'il faut dire la comprendre, mais en même temps, j'ai écrit sur la joie parce qu'elle est là aussi. Il y a et la violence du monde et la possibilité de la joie, de l'altruisme. Il y a Germaine Tillion et puis il y a voilà. Et j'ai toujours essayé de dire les deux, mais parce que c'est sans doute aussi parce que c'est la condition de ma vie bonne. C'est de penser que le monde peut être en équilibre et essayer d'y contribuer d'ailleurs par moi-même aussi. Je sais pas, en ce sens, tout à l'heure vous parliez de responsabilité individuelle et collective, mais je crois qu'en effet notre responsabilité c'est non pas de rendre le monde bon, ça j'y crois pas trop plus en tout cas, mais en tout cas qui reste dans un équilibre acceptable. Et ça c'est notre responsabilité individuelle et collective en effet.